Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. C'est un peu comme regarder un film catastrophe terrifiant sur un écran de télé dont on aurait complètement coupé le son. Ouais, pendant que sur l'écran juste à côté, il y a une sitcom ultra joyeuse qui passe avec le volume poussé au maximum. C'est exactement ça. Et cette étrange réalité, cette espèce de dissonance cognitive permanente, c'est le cœur de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans une conversation vraiment intense entre Malcolm Nance, donc un ancien officier du renseignement militaire américain, et Jennifer Welch, qui est analyste politique. Tout à fait. Et avant de décortiquer leurs échanges, il faut absolument qu'on pose un cadre clair pour notre audience. Le matériel source qu'on aborde aujourd'hui il repose sur des convictions politiques extrêmement fortes. Ah oui, c'est très, très polarisé. C'est le moins qu'on puisse dire. Nance Welch déploie une critique frontale, très sévère, non seulement contre la droite américaine et le mouvement MAGA, mais aussi, et de façon super virulente, contre la direction actuelle du Parti démocrate. Ouais. Donc l'objectif de notre analyse ici, c'est absolument pas de valider leurs thèses ou de les rejeter. Il s'agit plutôt de comprendre la vision du monde qu'ils exposent et d'examiner cette rhétorique radicale qu'ils mettent en avant. Voilà, c'est ça. Le programme est vaste, du coup. On va naviguer entre des allégations de conflits imminents avec l'Iran, l'émergence de ce qu'ils appellent un projet fasciste américain, et puis un appel à une communication politique presque martiale. Mhm. Mais commençons par le commencement, le contexte géopolitique. Parce que bien avant de parler de politique intérieure, ils installent un décor de crise mondiale qui semble presque, surréaliste, quoi. Nance affirme que les États-Unis seraient en guerre contre l'Iran depuis 25 jours. Oui, virtuellement engagé selon lui, avec même la perspective d'envoyer des troupes terrestres et le risque de voir des soldats périr sur des îles iraniennes. C'est très lourd comme affirmation. C'est clair. Et ce qui retient l'attention, c'est le contraste sidérant entre ça, cette urgence absolue, et le discours politique américain de la même période. Nance met ça en parallèle avec des déclarations de Donald Trump. Oui, des propos que les sources jugent totalement déconcertants. L'ancien président aurait suggéré l'idée de partager le contrôle du détroit d'Ormuz avec l'ayatollah. Attendez, partagez le détroit d'Ormuz. C'est ce que Nance reporte, ouais. Et Trump aurait aussi parlé de la réception d'un, je cite, « magnifique cadeau venant du secteur pétrolier et gazier », sans jamais dire ce que c'était. Pour Nance Welch, l'absurdité de cette juxtaposition est totale. Et c'est là qu'intervient le concept de l'écran scindé ou le split screen dont parle Jennifer Welch. D'un côté, on a des horreurs géopolitiques, des crimes de guerre présumés, et un bureau ovale qu'elle n'hésite pas à comparer à un syndicat du crime dirigé par un chef atteint de démence. Et de l'autre côté, la vie continue. La banalité totale. Les taxis jaunes roulent dans New York, on regarde des vidéos de chatons sur son téléphone, ou on fait défiler des photos de vacances en Italie. C'est ça. Il y a une rupture complète. Et on peut se demander comment le public peut absorber une crise de cette ampleur sans réagir. Oui, parce que c'est ça la vraie question. Si le message est si grave, pourquoi ça ne passe pas? En fait, la mécanique psychologique à l'œuvre ici, selon l'analyse des sources, c'est l'engourdissement. L'engourdissement par la normalité ambiante. Le cerveau humain a énormément de mal à maintenir un état de panique face à une menace si ton environnement physique immédiat ne change pas, quoi. Ouais, si tu peux toujours aller acheter ton café le matin, la guerre semble irréelle. Exactement. Quand une information sur une escalade militaire atterrit sur ton fil d'actualité, juste entre une pub pour des chaussures et un mème marrant, l'horreur perd tout de suite son urgence. Elle est d'aplati. Donc, la menace est banalisée, tout simplement parce que le support qui la transmet banalise tout. Précisément. Et c'est un point de bascule pour Welch et Nance. Pour eux, cette distraction perpétuelle crée un vide, un terrain extrêmement fertile pour les dérives autoritaires. L'attention du public est fragmentée, anesthésiée par ce fameux écran scindé. Et ce détachement de la réalité, ça nous mène directement au deuxième grand axe de leur discussion. Parce que cette anesthésie laisse le champ libre à ce qu'ils appellent le projet fasciste américain. C'est le terme qu'ils utilisent. Oui, et c'est un diagnostic systémique très sévère. En suivant leur logique, le mouvement MAGA a muté. Nance et Welch affirment que c'est plus du tout du conservatisme classique, axé sur les impôts ou la taille de l'État. Pour eux, c'est devenu anti-américain dans ses fondements mêmes. Et ils vont loin. Ils partent de vouloir restaurer une époque de type Jim Crow. Ouais. Et il faut bien comprendre la profondeur de l'accusation, pour quiconque écoute. Les lois Jim Crow, c'était la ségrégation raciale légale, la violence institutionnalisée dans le sud des États-Unis. Le but, c'était la domination totale d'un groupe sur un autre pour se sentir supérieur. Et pour les sources, c'est ça le vrai moteur actuel.
Pour illustrer ça, Mens parle de l'effondrement de l'empathie. Il cite même Elon Musk, qui aurait dit un truc sur le fait que l'empathie détruisait le pays. Et le contraste que Nance fait est vraiment saisissant. Il oppose les 152 ans de service militaire ininterrompu de sa propre famille. Ouais, des générations qui ont servi pour construire un avenir meilleur. Voilà. Il oppose ça à l'attitude de ceux qui se disent super patriotes aujourd'hui, mais qui, selon lui, sont prêts à retirer des droits à leur propre fille. C'est un décalage flagrant pour lui. Mais je trouve que l'aspect le plus fascinant de l'analyse de Nance, c'est quand il décortique ce qu'il appelle la brosphère. Ah oui, la sous-culture tactique masculine dingue, ça c'est incroyable. Ouais, c'est une séquence où son passé militaire éclaire un phénomène de société. Il retrace l'origine de cette esthétique, viriliste, qu'on voit beaucoup dans certains rassemblements politiques. Pour comprendre, il faut remonter au début des années 2000, pendant la guerre en Afghanistan. Mhm. À l'époque, les forces spéciales, surtout les gardes du corps d'Hamid Karzai, opéraient en civil mais lourdement armés. Donc ils avaient ce style mi-civil, mi-militaire, c'est ça? C'est ça, de grosses barbes pour s'intégrer, des lunettes aux clés, des casquettes à l'envers, des chemises à carreaux mais avec des gilets tactiques et des fusils d'assaut. C'était une vraie nécessité opérationnelle, mais c'est vite devenu le summum du style au sein de l'armée. Et le truc, c'est que plus de 20 ans plus tard, Nance observe que des civils, notamment ceux impliqués dans le 6 janvier, ont totalement récupéré cette esthétique. Oui, et Nance diagnostique ça comme du narcissisme compensatoire. Ces individus reprennent les codes visuels du prestige militaire pour intimider et pour compenser un sentiment d'infériorité sans jamais avoir voulu s'engager ou servir, quoi. C'est une armure psychologique. C'est hyper intéressant comme analyse psychologique, mais on peut se faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Si on qualifie une faction politique majeure d'insurrection fasciste animée par du narcissisme, est-ce que ça ne ferme pas définitivement la porte à toute possibilité de dialogue démocratique? C'est la grande question. Et en écoutant les sources, la réponse implicite, c'est que oui, le dialogue est déjà terminé pour eux. Ah ouais. Ouais. Pour Welch et Nance, Donald Trump a mis en place une structure de permission. Il a légitimé les pires instincts de la société. Welch utilise une expression très crue, elle parle de l'ashholing de l'Amérique. Dans leur logique, le temps du dialogue est révolu parce que les valeurs fondamentales de base ne sont tout simplement plus partagées. Et du coup, face à une menace qu'ils décrivent en des termes aussi existentiels, on s'attendrait à ce que l'opposition soit sur le pied de guerre, prête à en découdre. Sauf que c'est là que les sources dirigent leurs critiques les plus féroces. Absolument. La frustration de Welch et Nance explose littéralement contre le leadership du Parti démocrate. Ouais, Hakeem Jeffries, Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, Joe Biden, Merrick Garland. Ils n'épargnent personne. Personne. Ils les accusent d'être inconsistants, incapables de se battre. Ils utilisent le terme de milk toast pour dire qu'ils sont fades, sans substance. Ils leur reprochent d'être beaucoup trop polis face au danger. D'ailleurs, le traitement du 6 janvier, c'est le point de crispation absolu. Welch parle carrément d'un système judiciaire d'apartheid, une justice à deux vitesses. Ouais, elle affirme que le département de la justice n'a poursuivi que les exécutants de base, les gens qu'elle qualifie de rednecks, quoi. Et pendant ce temps-là, les milliardaires qui auraient financé l'événement restent impunis. Elle fait même un parallèle direct avec l'affaire Epstein. C'est fort comme comparaison. Et côté leadership, Hakeem Jeffries est critiqué parce qu'il n'élève jamais la voix. Les sources disent qu'il agit comme la soucoupe de refroidissement de la démocratie. La fameuse cooling saucer, ouais. Exactement. Alors qu'il devrait être l'étincelle, selon eux. Et Chuck Schumer, il se fait moquer avec cette référence à un sketch humoristique où lui et Nancy Pelosi prennent 28 pages juste pour se mettre d'accord sur un menu de déjeuner. C'est une image assez cruelle pour dénoncer leur bureaucratie, c'est clair. Il y a aussi cette critique de Welch sur les démocrates qui essayent de séduire un électorat MAGA qu'elle juge totalement irrécupérable. Elle cite les erreurs de Gavin Newsom qui essaie de plaire à tout le monde au lieu d'investir dans sa propre base. En gros, c'est comme apporter une pétition super poliment formulée au beau milieu d'une bagarre de rue sanglante. C'est une très bonne métaphore de ce qu'ils décrivent. Mais là encore, je me pose une question. Les politiciens qui sont critiqués ici, ils croient sûrement qu'en étant modérés, ils protègent les institutions. La colère des sources, est-ce qu'elle risque pas de détruire exactement ce qu'elles essaient de sauver ? Alors, pour les sources, c'est un faux problème. Parce que ces institutions, elles sont déjà contournées ou corrompues. Welch fait un constat fondamental. Trump a prouvé qu'il n'est plus du tout nécessaire de gouverner de manière incrémentale, étape par étape. Donc la modération ne sert plus à rien. Selon elle, non. À l'ère moderne, accélérer à fond,
casser les codes et demander pardon ensuite. Ça semble beaucoup plus efficace que de respecter les vieilles règles de courtoisie. Ok, donc si la courtoisie institutionnelle est vue comme un échec total, quelle est l'alternative? Parce qu'il propose une vraie solution radicale, la politique de la main tranchante, la blade hand. Oui. D'abord, ils exigent une approche sans aucune concession, inspirée par la présidence de Franklin D. Roosevelt. FDR, dans les années 30. C'est ça, un gouvernement fort, assumé, qui rappelle aux citoyens que l'État s'occupe de trucs cruciaux, comme les contrôleurs aériens par exemple, des choses qu'on ne voudrait surtout pas confier au secteur privé. Et ils veulent que ces politiciens aillent au contact, qu'ils aillent dans les zones ruraux pour dénoncer frontalement ce qu'ils qualifient de mensonges républicains historiques. Ouais, la théorie du ruissellement de la richesse, le bouc émissaire de l'immigration. Bon, abusif, ou en ayant une obsession hyper étrange sur les questions de genre chez les enfants. C'est une approche très offensive. Et pour cristalliser tout ça, on en revient à Nance et à cette fameuse technique militaire de la blade hand. Ce concept est fou, expliquez-nous ça. Dans l'armée, la blade hand, la main tondue comme une lame, c'est un geste non-verbal très spécifique. Ça signifie très clairement « ceci est un avertissement extrêmement sérieux, la prochaine étape c'est une gifle, c'est la force physique ». Ah ouais, c'est glaçant quand on y pense. Ouais. Et il propose, avec un peu d'ironie, de créer une agence de communication politique entière basée sur ce principe précis. De la confrontation directe, verbale, sans filtre. Moi, je trouve ça fascinant. Enfin, importer des codes militaires d'avertissement physique dans le débat politique civique. Mais est-ce que demander à des dirigeants d'adopter cette posture de confrontation permanente, est-ce que c'est pas valider la thèse que la politique, c'est plus un échange d'idées, mais une vraie guerre de l'information? C'est exactement ça. Et l'analyste que je suis valide complètement cette observation. Pour les sources, nous sommes déjà dans une guerre de l'information. C'est acté. Dans ce contexte, réclamer des combattants, des gens qui affirment leurs principes avec force, c'est perçu comme le seul antidote. Ils prennent l'exemple de Zohra Mamdani, qui refuse catégoriquement l'argent des Pax. Pour eux, c'est ça la vraie force contre ce qu'ils voient comme une hypocrisie systémique. Eh bien, le parcours de notre analyse aujourd'hui était vraiment dense. On est parti d'un monde perçu en écran scindé, avec cette menace de guerre larvée, puis on est passé au diagnostic d'une dérive fasciste motivée par une masculinité mal placée, la brossphère. Tout à fait. Pour ensuite voir ce rejet viscéral des politiciens modérés et trop polis. Et on a atterri sur cet appel sans équivoque à une rhétorique martiale, celle de la blade hand. Mais pourquoi, au fond, est-ce que c'est essentiel pour quiconque s'intéresse au monde d'aujourd'hui? C'est essentiel parce que cette analyse, même si elle est très orientée, elle offre une fenêtre incroyable sur un phénomène global. Elle montre comment l'intensité de la polarisation est en train de modifier en profondeur les attentes des électeurs. Les gens ne veulent plus la même chose. Exactement. Le public, ou en tout cas une grande partie, ne cherche plus du tout de compromis. Il cherche de la conviction brute. Il veut une loyauté sans aucune faille à des valeurs très définies. La modération n'est plus vue comme une vertu, mais comme une faiblesse. C'est vertigineux. Et pour clore cette analyse, il y a une interrogation majeure qui flotte et qui se construit sur toute notre réflexion d'aujourd'hui. On vous écoute. Si le discours politique légitime en vient vraiment à adopter les codes d'un avertissement militaire avant le combat, est-ce qu'il reste encore le moindre espace pour reconstruire une unité nationale? Ou bien est-ce que chaque élection, désormais, est condamnée à n'être qu'une simple bataille pour la survie d'un camp contre l'autre? C'est sur cette pensée qu'on va laisser notre audience. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse. À bientôt.